Bonjour à tous et toutes, merci d'être nombreux aujourd'hui, c'est magnifique, on est près de 40 personnes, c'est super. Je vais vous parler aujourd'hui dans la demi-heure, trois quarts d'heure qui suivent de l'importance des rôles plutôt que des fonctions. Et pour commencer, je vais tâcher de mettre en lumière, faut que mes slides veuillent bien bouger, de mettre en lumière d'abord le concept de fonction. Au fond, pendant des générations, on a parlé de fonction. Fonction, en fait, c'est un concept qui remonte à l'ère industrielle. Hein. L'idée était d'optimiser des processus de production. C'est tout le principe du taylorisme. On passait par la mise en place d'une organisation très hiérarchique dans laquelle il y a des gens qui conçoivent le travail et d'autres qui le réalisent. Ceux qui conçoivent le travail, c'est le management. Ceux qui le réalisent, ce sont les ouvriers ou les employés. Bon, dans ce processus d'optimisation de l'organisation, en fait, il fallait identifier de manière aussi précise que possible les tâches qui devaient être réalisées. On les crée en mode fonction. Ces fonctions étaient décrites au maximum avec autant de précision que possible dans une longue liste aussi exhaustive que possible. Et c'est ce qu'on appelait des descriptions de fonctions. Il y a encore pas mal d'organisations qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, il faut le dire, sachant que de toute façon, il y a déjà quand même un changement progressif. Les entreprises fonctionnent de manière un peu plus participative aujourd'hui. Il n'empêche que cette réalité des descriptions de fonctions est encore présente chez beaucoup. Alors, pourquoi parler aujourd'hui de rôle? D'où vient ce débat en fait entre les rôles et les fonctions? Eh bien, en fait, le problème que les entreprises essaient de résoudre aujourd'hui, c'est le suivant. Il s'agit de combiner le besoin d'agilité des organisations avec la nécessité de bien clarifier les attentes. On entend aujourd'hui partout que le monde doit être agile. Ça vient de où ce concept de l'agilité et pourquoi ça arrive? En fait, ça arrive parce que le monde est VUCA. On va dire, pour faire simple, ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le concept du VUCA, je vous encourage à aller regarder ça sur le web. VUCA, c'est un acronyme. Le monde est volatile, uncertain, incertain, complexe et ambigu. Et dans un monde VUCA, toutes les entreprises ont le même problème. Elles sont confrontées à des changements imprévisibles, inattendus, à des situations complexes et il faut adresser ça. C'est de là que vient le besoin d'agilité des organisations. Ce besoin d'agilité est renforcé par la révolution digitale, parce qu'avec le monde digital, et c'est d'ailleurs toute la notion d'agilité, elle vient d'environnement technologique, hein, on connaît ça, la méthode Scrum chez les informaticiens, des développements qui doivent se faire de manière itérative. Cette révolution digitale a mis une pression sur le besoin des organisations à s'organiser et à fonctionner avec moins de grands plans stratégiques à 5 ans, on fonctionne beaucoup plus avec des échéances plus courtes. C'est une deuxième raison du besoin d'agilité. Et puis une troisième raison, c'est qu'en face de nous, dans les nouvelles générations de collaborateurs, on a ce qu'on appelle la génération collaborative. Ils sont habitués à fonctionner avec des applications qui répondent tout de suite, ils ont un feedback instantané sur les réseaux sociaux. Cette réalité-là fait que le monde de ces générations qui arrivent et qui sont d'ailleurs déjà là dans nos entreprises, elles veulent plus d'agilité, elles veulent que l'organisation s'adapte avec des délivrables moins précis, mais plutôt du focus sur les grands axes de l'organisation. C'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'intelligence collective. Alors, si j'ai parlé d'agilité, je parle aussi de la nécessité de bien clarifier les attentes. Et c'est là que se joue tout l'enjeu entre les rôles et les fonctions. En fait, de quoi s'agit-il? Quel est, pour toutes les organisations encore, leur objectif premier, c'est être performant. Et la performance, elle dépend, on le sait parce que beaucoup de recherches l'ont prouvé de génération en génération, elle dépend de la capacité qu'ont les gens à bien comprendre ce qu'ils doivent faire. Parce que quand ils savent bien ce qu'ils doivent faire, alors ils sont plus engagés et ils sont plus performants. Du coup, il y a une antinomie entre le besoin d'agilité dans lequel on ne définit plus les organisations avec précision et un besoin de performance des organisations où il faut quand même être assez précis pour que les gens sachent ce qu'on attend d'eux. Donc, la clarification des attentes, elle résulte de ce besoin pour les entreprises de rester performantes et donc d'avoir un minimum de clarté sur vers où on va et qu'est-ce qu'on attend de qui.
Une deuxième dimension dans la clarification des attentes, c'est la notion de leadership collaboratif. Si le leadership a évolué, et c'est un sujet qu'on pourrait aborder dans un autre webinaire certainement, les managers sont encore là, ils ont encore une responsabilité, mais cette responsabilité a shifté. On va dire qu'ils sont plus dans un mode de collaboration, de co-création, ce qui ne les empêche pas de devoir eux-mêmes, dans leur responsabilité, s'assurer que les gens comprennent vers où ils doivent aller. Et dans le sens inverse, que les collaborateurs comprennent ce que l'organisation peut leur donner. Donc, cette nécessité de clarifier les attentes n'a pas disparu, contrairement à ce que disent certains théoriciens consultants que j'ai déjà croisés dans mon chemin, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Et je crois qu'il y a assez de littérature pour démontrer que la gestion de la performance passe encore par la clarification des attentes, mais probablement plus, et certainement plus, par une description super définie de toutes les tâches à réaliser. Le troisième point sur la nécessité de bien clarifier les attentes, c'est le concept de self-leadership. Ce qu'on voit arriver aujourd'hui dans les entreprises, c'est que tout change tellement vite qu'on doit apprendre aux collaborateurs à être eux-mêmes apprenants. Ils doivent s'auto-diriger, c'est le self-leadership dans lequel on doit pouvoir leur définir ce qu'on attend d'eux et ils peuvent eux-mêmes s'ajuster sur la compréhension de quelles sont les compétences que je dois développer, qu'est-ce qu'on attend de moi. Cette notion de self-leadership exige également que le collaborateur sache quand même de manière suffisamment précise ce qu'on attend de lui pour qu'il puisse se piloter lui-même. Alors, quand on parle de rôle, eh bien c'est là qu'émerge le rôle, la notion de rôle. En fait, on cherche à s'éloigner d'un côté de cette rigidité que donnaient les descriptions et l'approche fonction, et on s'approche d'un concept qui s'appelle le concept des rôles. Le but étant l'agilité, mais pas la fragilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Face à ce monde VUCA, les CEO aujourd'hui se posent partout la question de savoir si leur organisation est pérenne. Est-ce qu'ils ont la bonne organisation pour continuer à créer de la valeur? Est-ce qu'ils ont le bon mode de management pour créer la valeur? Est-ce que leurs méthodes et leur mentalité de gestion sont encore à jour face à l'évolution des mentalités, les nouvelles générations ou les nouvelles technologies? Et en fait, ce que les CEO aujourd'hui ont compris, ils ont largement assez de littérature pour les piloter là-dedans, c'est que cette logique structurée et contraignante de description de fonction ne répondra pas à leurs besoins d'agilité. C'est une chose de comprendre ça, mais par quoi le remplace-t-on? Ça, c'est le problème que doit résoudre le CEO aujourd'hui. Et en fait, il va devoir se focuser, si c'est plus sur la description des tâches, il va devoir se focuser sur la création de valeur. Et toute la logique de la notion de rôle, en fait, fait changer les mentalités. Je vais donner un exemple. Si je demande à un collaborateur, je lui demande quelle est ta fonction? En fait, il pourrait me répondre, je suis nettoyeur, par exemple. Je demande à un collaborateur qui s'occupe du nettoyage des bureaux. Il va me dire, c'est quoi ta fonction? Je suis nettoyeur. Nettoyeur, c'est quoi? Et il risque de me donner toute la liste de tâches qui fait partie de sa fonction. Mais si je lui dis, d'accord, c'est ta fonction, mais quel est ton rôle? Si j'ai bien piloté mon changement de philosophie et de mentalité avec cette logique d'approche des rôles, il pourrait me répondre, eh bien, en fait, mon rôle, c'est d'assurer que les bureaux soient propres demain matin pour accueillir les nouveaux visiteurs. En mettant l'accent sur la finalité, la logique de rôle entraîne un changement de mentalité qui le fait passer naturellement d'un mode exécutant industriel basé et concentré sur c'est quoi les tâches que je dois réaliser, vers quelqu'un dont la perception du rôle et de la mission est plutôt fournisseur d'un service de qualité avec livraison d'un résultat. Quand on utilise la logique de fonction, on se retrouve très souvent devant la fameuse phrase « c'est pas dans ma description de fonction » et j'explique pourquoi je ne dois pas faire cette tâche. Si on se met dans la logique des rôles et qu'on explique toute la philosophie basée sur « oui, mais c'est quoi ton rôle? En quoi crée-t-il de la valeur ?» eh bien, le collaborateur ne va plus se cacher derrière une liste de tâches, il va plutôt se focuser sur en quoi apporte-t-il une contribution au résultat de l'entreprise. Ce qui est intéressant avec cette logique de rôle, c'est qu'elle ouvre la porte, et c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les entreprises libérées aujourd'hui par exemple, elle ouvre la porte à la possibilité pour quelqu'un d'occuper plusieurs rôles. Il n'y a pas de raison que quelqu'un ne puisse pas avoir une contribution A, une contribution B dans des secteurs différents. Et d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure aussi.
on voit par exemple arriver dans les modèles d'intelligence collective un rôle qu'on appellerait le rôle de facilitateur de réunion. Un facilitateur de réunion, ça devient un rôle qui peut être exercé plus ou moins par n'importe qui n'est pas un rôle de management, mais qui est destiné à rendre plus efficace l'intelligence collective. C'est ce type de résultat que la logique de l'approche des rôles va permettre d'entraîner dans une entreprise. Donc, il s'agit de focuser les gens sur la création de valeur et pas sur les tâches. Alors, je vous propose, pour ne pas parler que dans la théorie, je vous propose de faire une étude de cas sur la façon dont nous avons réfléchi cette approche et je vais vous présenter en fait la démarche que nous avons mise en œuvre de segmentation des rôles. C'est une démarche dans laquelle on est assez confiant. Ça fait 5 ans qu'on a déployé cette méthode des rôles et cette approche des rôles dans plus de 50 organisations. Ils sont actifs dans plus de 40 pays et ça marche plutôt bien. Donc, on est assez confiant que d'une part, la théorie ici arrive à rejoindre la réalité et la logique en fait de cette approche de rôle va permettre aux managers et aux collaborateurs de se retrouver sur les grands axes de pratiques qui créent l'engagement, c'est-à-dire compréhension claire des attentes mutuelles, feedback, support et reconnaissance. Une fois que j'ai défini ce concept de rôle avec suffisamment de précision, eh bien, j'obtiens en fait un résultat qui est tout à fait remarquable sans avoir plus besoin de rentrer dans ce travail fastidieux de la description des fonctions. Néanmoins, il y a une chose entre le dire et puis une autre chose entre le faire. Et nous avons identifié qu'il y a 5 conditions pour mettre en place une approche de création des rôles et une approche des rôles avec succès dans une organisation. Je vais donc vous parcourir les 5 conditions. Lesquelles sont-elles? Eh bien, d'abord, il faut une approche de segmentation, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on puisse trouver une logique qui répartit les types de rôles en fonction de différents segments. Il faut une objectivation. C'est très important de maintenir dans l'organisation quelque chose que les collaborateurs et les managers peuvent reconnaître, dans lequel ils peuvent valider ou invalider la démarche qui a été adoptée. Il faut une condition de documentation. Du fait que l'organisation est en mouvement continu, c'est important qu'on puisse suivre le positionnement, le profilage des rôles et si on a des doutes, assurer une démarche plus documentée qui va nous rapprocher peut-être de ce qu'on faisait dans l'ancien temps sur les descriptions de fonctions sans devoir aller néanmoins aussi loin. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Il faut de la calibration, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'assurer une cohérence à travers l'entreprise. Et je ne peux pas avoir défini une politique de rôle dans le département 1 si je n'ai pas une calibration alignée dans les autres activités de l'organisation. Et enfin, il faut une intégration dans le sens où, quand la politique de rôle a été définie, c'est le point de départ, c'est la colonne vertébrale de toute la stratégie RH. Alors, comme vous le voyez sur ce petit dessin, nous avons chez Q7 Leader cette démarche intégrative, puisque nous disons que pour faire de la gestion des ressources humaines aujourd'hui, c'est nécessaire de prendre en compte non seulement les rôles, mais également les personnes dans les rôles, c'est-à-dire quel est leur niveau de compétence, de performance, le potentiel, la façon dont ils opèrent par rapport aux visions et aux valeurs, comment leur situation de rémunération se traduit par rapport à ça et mettre ça en perspective de planification des ressources. Je ne vais pas vous parler de cette démarche intégrée de Q7 Leader, mais sachez que si j'aborde la problématique des rôles, il faut bien ne pas oublier qu'elle doit s'intégrer avec le reste de votre stratégie RH ou des éléments clés de votre politique RH. Alors, je vous propose de passer maintenant les 5 conditions de succès d'une implémentation d'une politique de rôle en revue. La première condition de succès, c'est la segmentation. Alors, je vais vous lire les textes que j'ai écrits là pour essayer de faire simple, parce que c'est quand même des matières assez techniques. Tous les rôles dans une organisation ont un profil dominant. Donc, on va voir tout de suite qu'on arrive à segmenter tous les rôles de l'organisation, mais selon un profil. Et la deuxième clé de succès de cette segmentation, c'est que tous les collaborateurs, eux aussi, ont un profil dominant. Ce qui signifie que pour une réussite de la mise en place d'une politique de rôle, il faut qu'on ait à la fois segmenté les rôles de l'organisation, mais que les collaborateurs se retrouvent aussi eux-mêmes
selon leur profil dominant opératoire. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est bien aligné avec le type de profil de rôle qu'on lui propose? Je donne un exemple. Vous avez un team que vous voulez mettre en place pour la création, la définition d'une stratégie commerciale. Ça n'aurait pas de sens de demander à un collaborateur d'entrer dans un rôle dans ce team alors qu'il n'a montré et ne s'intéresse en rien à de la stratégie. C'est quelque chose qui le dépasse, ça n'intéresse pas, c'est de trop longue échéance. Donc, il faut qu'on ait le collaborateur qui soit un minimum aligné à la mission qui va lui être confiée. Et quand on le fait sur un mode, disons, d'une politique de mise en place des rôles, c'est très important que cette adéquation soit bien respectée. Nous avons identifié avec nos recherches, alors je dois vous dire, ce n'est pas un travail qui vient seulement de notre petite équipe, on a travaillé avec des consultants, moi-même avec du travail de recherche à l'université, on est arrivé à une conclusion que toutes les organisations du monde peuvent se retrouver avec 7 profils de rôle. Et on a récemment travaillé avec un client qui est une petite société de 35 personnes et qui dit non, mais moi, j'ai sûrement pas besoin de 7 profils de rôle. Je lui ai dit, écoute, on va d'abord faire l'exercice chez toi et puis on verra si tu as raison. Eh bien, il a retrouvé, malgré qu'il ait une boîte de 35 personnes, chacun des profils de rôle se retrouve dans son organisation à différents endroits. Alors, quels sont ces profils de rôle? Eh bien, je vous en montre 4 ici et le slide suivant va montrer les 3 suivants. Je vais rapidement les parcourir avec vous pour qu'on se les mette en mémoire. On trouve dans les organisations des profils de rôle, on les a numérotés de 1 à 7 et on leur a donné un nom également. On va parler du premier profil de rôle, c'est le profil de rôle qu'on appellerait support. Ce sont des rôles dont, pour faire simple, les tâches sont de nature identique. C'est des rôles qui exercent une activité dans un cadre d'instruction détaillé et à qui on propose des problèmes clairement définis. C'est un premier profil de rôle. Pour votre information, sauf dans les milieux ouvriers où ce serait un chiffre plus élevé, on a dans les entreprises d'aujourd'hui de services environ 10 à 15% de population qui sont dans un type de rôle qu'on appellerait de type support. Le deuxième profil de rôle générique qu'on retrouve, nous l'avons appelé administrator, donc administrateur, dans le sens administrateur de tâches. Ce sont des rôles dans lesquels on met en œuvre des solutions à l'intérieur d'un cadre, donc ce n'est pas infini, il y a une définition d'un cadre qui est bien établi. Ce sont des activités qui s'exercent avec des méthodes bien définies et on attend de ce type de rôle qu'il suggère régulièrement des améliorations. Si je prends, regardez ici, j'ai pris quelques exemples de fonctions classiques pour nous mettre ça en perspective. Imaginez la fonction de comptable. Eh bien, typiquement, on verrait le comptable à une fonction qu'on peut apparenter au profil de rôle administrateur. Mise en œuvre de solutions à l'intérieur d'un cadre, ça c'est vraiment le comptable. Activité définie avec précision et besoin de suggérer des améliorations. C'est d'ailleurs, regardez, j'ai pris l'exemple du développeur. Le développeur, on voit typiquement chez nos clients dans ce type de profil qu'on place des rôles de développeur. Si je prends un troisième profil de rôle sur notre échelle de 7, ce sont des rôles de coordination. Alors là, la coordination, ce sont des activités différentes, mais elles restent homogènes. C'est des activités qui sont définies de manière générale. Donc ici, on n'a plus besoin de définir des choses de manière très précise. Et ce sont des rôles dans lesquels on demande de l'analyse complexe, mais des problèmes quand même raisonnablement bien définis. Quand on pense classiquement à un ingénieur, un jeune ingénieur qui sortirait de l'école se trouverait typiquement dans un profil de rôle de coordination. S'il évolue avec un peu de temps et dans des rôles plus sophistiqués, on le verrait arriver dans un profil de rôle apparenté à l'implémentation, donc on lui a donné, dans lequel on a des résolutions de difficultés opérationnelles plus larges, responsable de mesures rectificatives. Donc ici, dans ce type de rôle, ce sont les gens eux-mêmes qui prennent en main les corrections, ils n'attendent pas qu'on les aide pour le faire et on les amène également dans de la gestion de processus. Typiquement, tout à l'heure, je parlais du facilitateur de réunion. Le facilitateur de réunion, on verrait clairement, j'imagine, je prends l'exemple du fameux projet de définition d'une stratégie d'organisation. Je peux parfaitement prendre quelqu'un dont le mode opératoire, la façon de fonctionner correspond à implémentation, le 4 ici, capable de résoudre des difficultés opérationnelles plus larges, capable de prendre des responsabilités de mesures rectificatives et de gérer des processus. Et je peux prendre quelqu'un dans un type de profil 4 pour gérer, par exemple, faciliter une réunion au niveau stratégique. Donc, on voit par ces
cette démarche que ici, on est d'une part pas dans une démarche fonctionnelle, description de fonction, puisque j'ai trouvé des rôles d'administrateur ou de coordinateur ou d'implémentation ou de support dans tous les départements de l'organisation. Donc, ce n'est pas du tout une approche fonctionnelle. Je peux me contenter de définitions. Alors, je ne vais pas vous les montrer ici, mais les définitions sont, je dirais, c'est l'équivalent d'une petite colonne de texte avec des définitions précises pour être sûr de ne pas se tromper. Et une deuxième chose très importante, c'est qu'ici, on n'aborde plus l'organisation sur une démarche hiérarchique. Il n'y a pas du tout une logique hiérarchique qui dit que d'office, si moi je suis dans un rôle 4, mes collaborateurs sont dans un rôle 3. Donc, on voit parfaitement bien l'implémentation. On peut avoir sous lui un ingénieur, par exemple, le patron d'une équipe d'ingénieurs, peut piloter des ingénieurs dont la mission, même si elle n'est pas people management, a le même, disons, ampleur de rôle que son propre rôle, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité. C'est très intéressant en termes de réflexion organisationnelle parce que toutes ces problématiques de, tiens, cette personne est un métier de management et l'autre c'est un métier d'expert, comment je les réconcilie, l'approche des rôles élimine tous ces débats puisqu'ils sont réglés en fonction de l'ampleur du rôle et du profil de la personne dans ces rôles, puisque, je le disais tout à l'heure, chaque individu va avoir son mode opératoire préférentiel. Certaines personnes vont préférer opérer dans un contexte d'administrateur, d'autres de coordinateur, d'autres d'implémentation. Ça, c'est le grand avantage de la mise en place d'une approche des rôles. Ce que vous voyez sur ce tableau, j'ai mis 4 des 7 profils de rôle. En fait, pour tout vous dire, c'est plus de 70 à 80% des rôles dans l'organisation qui se retrouvent repris dans cette segmentation. C'est un grand avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à piloter. Les gens se retrouvent très, très bien. Il y a encore 3 profils de rôle identifiés dans notre méthodologie qu'on va appeler développement opérationnel, développement de politique et développement de stratégie. Ça, on est vraiment sur ce que classiquement on appelle encore des rôles de senior leadership, c'est le top 10% de l'organisation. En réalité, on a même des statistiques, des rôles de stratégie, il n'en faut pas plus que 0,5% dans une entreprise disons de service. Des rôles politiques, policy, il en faut au maximum 1 à 2%. Et des rôles opérationnels, on peut benchmarker la qualité de l'organisation à partir de 5 à 8% des rôles dans cette catégorie-là. Et si vous regardez les définitions, regardez un rôle opérationnel, c'est un rôle qui a la responsabilité de négocier, de prendre des décisions qui impactent l'organisation, qui a la responsabilité de gérer des processus clés, voire de diriger des équipes de spécialistes. Un rôle de politique va plus dans des décisions de mise en œuvre de grands axes stratégiques. Un rôle de stratégie va plus dans la définition de la mission et de la vision. C'est clair que dans l'évolution des entreprises de demain, les parois, disons, qui scindent ces rôles vont devenir plus poreuses. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire de clarifier pour chacun quel est le scope le plus naturel dans lequel il fonctionne et quel est le type de responsabilité des différents rôles tels qu'on les octroie dans l'organisation. Donc, voilà, ceci vous donne une réponse à la première condition de succès. Tous les rôles de votre organisation doivent d'abord être segmentés, même si on ne va pas dans la description de fonction telle qu'on l'a connue dans le passé. La deuxième condition de succès de la mise en œuvre d'une politique de rôle, c'est ce qu'on appellera l'objectivation. Nous sommes tous des singes capucins. En 2 mots, nous sommes tous avec un sentiment de « si je ne me sens pas bien traité », j'ai le sentiment que le mode de fonctionnement n'est pas équitable, n'est pas objectif. Les singes capucins sont les animaux qui montrent qu'ils sont très sensibles au manque d'équité. Pour assurer que la segmentation des rôles se passe bien dans une entreprise, il faut qu'elle soit objectivable. Donc, il faut pour ça des critères de référence. Ces critères, de nouveau, sont génériques. On n'est plus en train de dire des fonctions, non, c'est de manière générique. Pour un profil de rôle support ou administrateur, ce sont des attentes génériques. Et vous allez voir que ce qui est très intéressant, c'est que de ces attentes génériques découlent les compétences nécessaires pour occuper ce type de rôle. Alors, je vais peut-être vous donner directement un regard sur les attentes génériques. Nous avons identifié 11 attentes génériques requises pour être capable de correctement objectiver un profil de rôle. Donc, si je déploie une stratégie de rôle dans mon organisation, je vais la benchmarker et la checker contre 11 critères génériques. Le premier critère, c'est les connaissances et aptitudes générales. C'est en fait une information peut-être pas de première nécessité, mais c'est quand même un point de référence très utile pour commencer ma réflexion.
le type de tâche que ce rôle requiert. Et ici, comme vous voyez, je ne suis plus en train de prendre la tâche, la description de fonction comme le cœur de ma démarche. C'est un des ingrédients. Je vais regarder le type de tâche et non pas une description illimitée de tâches. C'est des tâches plutôt répétitives, des tâches plutôt d'analyse, etc. que je vais évaluer. La prise en compte des besoins de clients. Donc, la dimension relation client pour tout le monde aujourd'hui dans les entreprises VUCA et collaboratives est nécessaire, mais à un degré plus ou moins grand. Certains ont peut-être plus d'exposition, certainement d'exposition aux clients, et donc des attentes plus précises sur le type d'interaction avec les clients que d'autres. L'autonomie, quel est le type d'autonomie que je suis en droit d'attendre? Tout le monde n'est pas disposé à prendre sur lui des responsabilités sur 6 mois, 12 mois, 2 ans. Et donc, il faut que je définisse à la fois un type de rôle qui clarifie le type d'autonomie que je suis prêt à demander aux collaborateurs. Et de la même façon, il faut que je sois prêt à clarifier le type d'autonomie pour un collaborateur qu'il est prêt à porter sur lui-même. Donc, cette dimension 4 est très importante, on la verra dans les attentes génériques. La connaissance de l'organisation et des secteurs va permettre de déterminer si le rôle que je peux attribuer à quelqu'un est plus ou moins large. Il est clair que si je ne connais pas bien le secteur dans un rôle, par exemple, commercial, ben j'ai plus de difficultés à exercer mon rôle que si j'étais seulement un rôle de comptabilité interne. Donc, ces caractéristiques vont définir les profils de rôle sur base de la connaissance de l'organisation et des secteurs. Rapidement, interaction avec les autres, quel est le type d'interaction avec les autres que j'attends pour ce type de rôle, le type de problème à résoudre, l'impact dans le temps, je reviendrai dessus si on a le temps, si vous voulez, le réflexe qualité, très important dans un monde VUCA. Tout le monde a une responsabilité d'amélioration et d'innovation, mais peut-être pas avec des attentes aussi sophistiquées pour tout le monde. Le coaching et le people management, ce n'est pas toujours d'application, mais dans un monde collaboratif, on voit qu'on est de plus en plus tous un peu les coachs les uns des autres. Et puis, ne pas oublier la gestion des projets. Quasi tous les rôles d'aujourd'hui vont fonctionner sur cette démarche. Donc, ces 11 critères, ces 11 attentes me permettront d'objectiver le profil de rôle auquel un rôle peut appartenir. Pour vous donner une illustration, je ne peux pas faire ça, c'est quand même beaucoup de concepts en très peu de temps. J'ai pris ici 2 éléments à approfondir pour regarder comment se déclinent, par exemple, les attentes différentes pour, par exemple, le type de problème à résoudre ou le réflexe qualité. Donc, rappelez-vous, on a 4 profils de rôle, par exemple, ici, que je vous ai cités. Eh bien, regardez, si je prenais le type de problème à résoudre, qui est un des critères objectivants pour déterminer à quel rôle appartient, à quel profil de rôle appartient un rôle. Et regardez la lecture, on va voir ici. Pour un rôle support, eh bien, le type de problème à résoudre se définit par, c'est un rôle où les personnes sont exposées à des problèmes clairement définis et ils opèrent à partir d'instructions précises. Pour un rôle d'administrateur, la personne est supposée proposer des solutions la plus appropriées parmi un choix de solutions à prise. Donc, vous voyez qu'il a plus d'impact sur le type de problème à résoudre. Coordinateur, là, c'est supposé choisir la solution la plus appropriée parmi un ensemble de solutions à prise, confronté à des problèmes bien définis mais requérant une analyse complexe. Donc, on voit que la dimension problème à résoudre s'accentue. Et là, on va carrément dans la partie la plus complexe pour implémentation, supposer résoudre des problèmes de nature tactique qui contribuent à résoudre des difficultés opérationnelles plus larges. Il s'agit de générer des solutions innovantes dans le cadre d'activités apprises. Donc, cet exemple ici me permet de vous montrer, mais si vous êtes intéressé, on peut vous amener plus dans le détail. Pour chacune de ces attentes, il y a une définition qui correspond à un profil de rôle et qui permettra de déterminer alors quel est le type de profil de rôle dont j'ai besoin pour quel type de situation à laquelle je suis confronté. La troisième condition de succès, c'est la documentation. Première condition, segmenter les rôles. Je dois avoir une approche qui segmente les rôles. La deuxième condition, c'est l'objectivation. Je dois avoir des critères suffisamment documentés pour que n'importe qui, mes collaborateurs et moi-même, puissions discuter sur l'objectivation d'un rôle, d'un profil de rôle. La troisième, c'est la documentation. Alors, si vous doutez encore d'un profil de rôle malgré la lecture des 11 critères, des 11 attentes génériques, il faut devenir plus spécifique. Vous trouverez dans cette troisième condition celle qui nous rapproche le plus de la démarche historique de la description de fonction. Il ne s'agit pas ici de décrire la fonction avec une liste détaillée.
mais il s'agit néanmoins d'entrer dans un travail plus granulaire de documentation qui assure la pérennité et la compréhension par tous du contenu de chacun des rôles. Et pour ça, nous avons, sur nos recherches, identifié qu'on arrivait à répondre à cette problématique de documentation au travers de 11 questions. Ça n'est pas nécessaire de le faire pour tous les rôles, mais si on a un doute, alors c'est très utile de passer par cette étape. Mais comme vous observez, ça n'est pas possible ici de faire 3 pages de liste de tâches. Par ailleurs, je vais me concentrer sur la première question qui, à mon avis, est la plus intéressante dans cette démarche. Vous pouvez lire les autres questions qui seraient posées. Mais la première question qu'on se pose, qui rentre dans du plus spécifique, c'est non pas « dis-moi les tâches que tu dois réaliser », mais « dis-moi plutôt ce qui ne se passerait pas si ton rôle n'existait pas ». Et comme vous l'observez, en posant cette question sur base de la double négation, en fait, on se pose la question très différente, non pas de dire qu'est-ce que tu fais, quelles sont les tâches que tu réalises, mais qu'est-ce qui ne se passerait pas si ton rôle n'existait pas. Je prends l'exemple du nettoyeur de tout à l'heure. Si je lui disais la liste de tâches, si je décrivais son rôle en disant c'est quoi tes tâches, ben, il me dirait je nettoie les sols, je nettoie les armoires, je passe aspirateur, je mets du sprouch sur les tables, etc. Ici, je lui poserais la question oui, mais attends, dis-moi ce qui ne se passerait pas si le rôle n'existait pas. Sa manière de répondre serait beaucoup plus axée sur il y aurait personne qui serait responsable de veiller à ce que la salle soit en ordre pour que les utilisateurs suivants se sentent accueillis. Cette logique d'approche donc de résultat, ça change en fait toute la philosophie d'une entreprise. C'est vraiment magnifique pour faire évoluer les entreprises d'un monde, disons, plus traditionnel vers un monde plus collaboratif, ce qui est la vision de Q7 Leader dans tout ce que nous faisons, dans les politiques que nous mettons en œuvre dans les entreprises. Donc la 4e condition qui est nécessaire pour réussir la mise en place d'une politique de rôle, c'est la calibration. Qu'on le veuille ou non, les gens continueront à se comparer les uns les autres. Qu'on le veuille ou non, il y a une logique de si tu dis que ce rôle est un rôle avec une dimension plus large, il faut que je puisse retrouver cette dimension chez moi aussi. Il faut que les managers, que les collaborateurs aient la même lecture de chacun des profils de rôle. La démarche de la calibration est donc absolument nécessaire, qui va permettre à tout le monde en fait de valider sur des bases objectives, si les rôles sont correctement calibrés de département à département. Ça assure l'homogénéité, ça assure une démarche collaborative dans le leadership, qui est une des choses à laquelle nous tenons le plus. Nous avons pu observer en mettant en place les politiques des rôles dans les entreprises qu'en fait on booste d'une manière spectaculaire la collaboration entre managers. Dans le leadership collaboratif, il y a 2 dimensions. Il y a moi comme manager avec mon collaborateur, et puis il y a la dimension du 21e siècle, moi manager avec mes collègues, dans le peer-to-peer. Et les faire travailler sur la définition des rôles et la calibration des rôles, c'est magnifique, comme ça ouvre les esprits à la transversalité, à les faire sortir de leur mode silo et à les éveiller surtout sur des bonnes pratiques que les autres départements éventuellement peuvent avoir. La dernière valeur ajoutée d'une démarche de calibration, c'est qu'elle permettra aussi l'audit. En fait, ce n'est pas tout de laisser les managers et les collaborateurs définir les profils de rôle. C'est important pour l'organisation d'arriver à faire régulièrement un travail d'audit pour vérifier que la répartition, par exemple, dans tel département, ils n'ont que des rôles de coordination et lui, ils n'ont que des rôles d'implémentation. En fait, on se rendrait compte qu'en fait, la structuration même du département est peut-être problématique, et ça, on obtient cette analyse grâce à une démarche de profil de rôle. La dernière condition de succès, et je termine avec celle-ci, c'est l'intégration. Et l'intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous adoptez une démarche de politique basée sur les rôles, vous devez connecter l'ensemble de votre politique RH sur cette segmentation. Pourquoi? Parce que cette segmentation devient en fait la grille de lecture première de la responsabilité de la redistribution des responsabilités dans l'organisation. Et vous allez voir que vous vouliez ou non, les gens et l'organisation vont accrocher toute sa réflexion sur cette segmentation des rôles. On va voir des logiques de rémunération, variable, pas variable, taille de rémunération qui vont se retrouver
connectés directement ou indirectement, mais on trouvera là-dedans des logiques sur la mobilité interne, des plans de succession, qui je peux mettre dans quel type de rôle en successeur, mais choses comme qui peut avoir une bagnole, la politique de home working, le type d'indemnité, enfin à peu près tous les ingrédients de la politique de gestion des ressources humaines va être déterminé par cette colonne vertébrale que forme la politique des rôles. Pour terminer, je voudrais dire que la politique des rôles a un dernier avantage massif et auquel je veux apporter donc le dernier point pour finir ma présentation, c'est que une fois qu'on a défini des rôles, avec une politique de rôle, une politique, on va dire 6 ou 7 profils de rôle dans l'organisation, vous pouvez commencer à y accrocher votre politique de développement des compétences, puisque à l'intérieur de chaque profil de rôle, on retrouve une logique de compétences. En fait, qu'est-ce qu'on attend dans ce rôle? Quelles sont les compétences attendues dans ce rôle? Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui mettent en place une démarche de politique de rôle se trouvent boostées dans leur capacité à faire de la gestion des compétences et de l'autogestion des compétences, puisqu'en fait, on va retrouver les compétences accrochées à ces profils de rôle génériques. Donc, on n'est plus en train de parler de moi en finance, toi en marketing. Non, on va parler d'un rôle de coordination à travers l'organisation, et les compétences spécifiques au métier du collaborateur seront accrochées à cette démarche des profils de rôle. Bon, c'est beaucoup en peu de temps, hein, il est 10h38. J'espère que vous n'avez pas été trop perdu par les explications que j'ai données. Donc, je résume. Pour mettre en place une politique de rôle efficace, il faut une démarche de segmentation, de l'objectivation, de la documentation dans les cas où on avait des doutes, de la calibration pour assurer la cohérence, de l'intégration pour que la politique des ressources humaines se base sur cette logique. C'est ce qui permet, comme nous l'avons expérimenté, de quitter cette habitude historique de description de fonction pour amener les gens dans un nouveau monde qui est celui de la politique des rôles. Voilà. Eh bien, chers amis, je suggère qu'on laisse quelques minutes aux éventuelles questions et réponses que vous voudriez poser. Et ben voilà, je suis à votre disposition. Je crois qu'on a Bastien et Tanguy dans la salle qui surveillent les questions. Et Bastien me dit qu'il a déjà une question. D'accord. Donc la question est, peut-on combiner l'approche des rôles avec la construction de plans de carrière? Ah, bonne question. Donc, est-ce qu'on peut combiner l'approche de profil de rôle, l'approche des rôles avec les plans de carrière? En réalité, oui, on peut la combiner. C'est même très intéressant parce que, je vais vous donner un exemple, on a eu un cas récemment chez un client qui a des rôles de project management. Et il souhaitait donner à ses collaborateurs, dans des rôles de project management, une perspective. Est-ce que je peux grandir? Est-ce que j'ai une chance d'évoluer? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en fait des différents profils de rôle. Si vous vous rappelez, je prends les 4 premiers par exemple, le rôle administrateur. Donc dans ce type de rôle-là, ils ont appelé ce rôle-là project administrator, pardon. Et ils ont défini donc un scope de responsabilité, projet, correspondant à un project administrateur. Ensuite, ils ont créé un rôle de project coordinator, ensuite un rôle de project leader et même un rôle de programme leader. Et en utilisant cette segmentation des rôles, ils sont arrivés à créer une forme de plan de carrière, en fait, en disant si tu es intéressé d'évoluer dans des rôles projets plus sophistiqués, plus lourds, voilà à quoi correspondrait ce rôle, au profil de rôle, mettons, coordinateur, et voilà les compétences génériques dont tu as besoin pour bien réaliser cette responsabilité. Alors, on a une autre question de Catherine Lemanissier, qui déjà dit que c'est très clair et pragmatique. Ah, super, merci. Et elle demande comment peut-on creuser ces politiques si on veut aller plus loin? Comment peut-on creuser cette politique? Ça veut dire moi, j'imagine que, en fait, je pense que en une demi-heure, je peux vous expliquer en fait ce qui est pour moi le grand enjeu de ces démarches rôle par rapport à fonction. Évidemment, chaque environnement a ses caractéristiques. Donc, je dirais, peut-être que c'est l'occasion de se rencontrer, de se parler. Nous avons chez nous Tanguy Delvoye, qui est notre responsable des relations clients,
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je peux veiller à ce que Tanguy vienne vous parler. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on réfléchit ensemble à la problématique. Qu'est-ce que vous recherchez en fait comme réflexion sur la politique des rôles? Nous avons cette expérience aujourd'hui que la politique des rôles, en fait, c'est le premier pas vers une entreprise collaborative. Donc, si c'est ça que vous cherchez, on peut vous donner pas mal d'indications sur la manière de mettre ça en œuvre dans votre organisation. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question. J'espère que c'est ce que vous demandiez. Alors, on a une autre question de Candice Duvivier qui demande comment éviter les gaps et overlaps entre les différents rôles. Ah, c'est une très, très, très bonne question. C'est une des raisons pour laquelle on a dit l'objectivation est critique. Parce qu'il fut un temps, quand on a commencé cette expérience il y a 4-5 ans, au début, on était un peu naïf, comme je pense beaucoup de consultants aujourd'hui. On vous parle de rôle et on vous dit il n'y a qu'à. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que au début, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Oui, fait le rôle de facilitateur, apprend le rôle de coordinateur, tout ça, c'est très sympa. Mais ça vient vite, la question, oui, mais attends, il n'est pas bon dans ce qu'il fait. Et c'est quoi? C'est un problème d'adéquation de la personne aux attentes, c'est un problème de définition des attentes. C'est à cause de ça qu'on est rentré dans cette création de différents critères. Pour éviter cet overlap, il faut veiller à ce qu'on ait bien calibré chacun des rôles en fonction des critères. Et ce qui est une expérience qu'on a faite maintenant et qu'on connaît avec beaucoup de succès, c'est que nous pouvons garantir que ça n'existe pas un rôle qui se trouve étalé sur 2 profils de rôle. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour arriver à cette distinction des différents profils de rôle, nous sommes partis d'une analyse très scientifique, puisqu'on a pris avec des consultants extérieurs et un peu de travail à l'université, on a regardé tous les grands systèmes de classification de fonctions. Les systèmes Hay, les systèmes Willis-Towers-Watson, le système Mercer, et j'en passe, parce qu'à l'époque, il y en avait encore d'autres qu'on a analysés. Ça nous a permis de décrypter quels étaient les grands axes que le monde de l'entreprise reconnaît comme valeurs plus ou moins importantes. Et ces grands axes, on les a travailler par profil de rôle, de sorte que si aujourd'hui, on se trouvait devant un rôle, et ça arrive très rarement, ça peut arriver, un manager dit « non, pas du tout, ce rôle se trouve entre administrateur et coordinateur », on va observer avec lui, en faisant le travail détaillé sur, comme je l'ai dit, la documentation, et on va pouvoir constater que soit il paye trop peu pour les responsabilités, disons, de coordination, soit il paye trop cher pour les responsabilités d'administration. Donc, de toute façon, la situation n'est pas saine. Donc, de toute façon, il faut qu'il la clarifie. Et en ayant cette démarche, disons, individuelle, vous savez, par expérience, on est à, je dirais, entre 3 et 5% des cas maximum dans une organisation dans laquelle cette question se pose. Quand je dis 5%, en fait, c'est jamais arrivé aussi haut. Mais donc, du fait qu'on a cette démarche avec les différents principes itératifs, d'abord la segmentation, ensuite l'objectivation et enfin la documentation, en fait, on finit toujours par arriver à une conclusion. Ce rôle est plutôt de ce calibre plutôt que de cet autre calibre. J'espère que ça répond à la question. Candice Duvivier, encore une autre question. Merci. Comment convaincre le personnel de ce changement de culture? Alors, en fait, pour tout vous dire, ce n'est pas tellement les employés qu'il faut convaincre. C'est beaucoup plus facile à convaincre un employé du profil de rôle qu'un manager. Parce qu'en fait, pour le collaborateur, c'est beaucoup plus clair à lire. Une fois qu'ils ont compris, et je dois vous dire que dans la vision des rôles, c'est très important d'être transparent. C'est tout ça pour ça qu'on dit la calibration, qu'on dit la documentation. Toute cette logique de segmentation des rôles, elle doit être partagée avec tout le monde. C'est le principe du XXIe siècle. Il n'y a pas besoin de cacher ton rôle. Et dans le modèle des classifications de fonctions, là, il est C22 et lui est C23. Attention, on va avoir des problèmes. Ça, c'est des problèmes dans lesquels il faut convaincre les collaborateurs de la justesse de C22 ou C23. Dans l'approche des rôles, ce problème ne se pose plus, puisque les gens vont reconnaître eux-mêmes d'abord, d'une part, l'appartenance de leur mode préférentiel. Quel est le type de profil dans lequel ils se sentent le mieux? Et c'est un travail qu'on fait en faisant le déploiement de la méthodologie avec les collaborateurs. C'est vraiment un travail, on leur fait faire du self-leadership en fait, et on les fait réfléchir avec la méthodologie sur où te trouves-tu le plus confortable dans ton mode opératoire.
Le problème se situe plutôt au niveau des managers. Les managers qui ont parfois encore un peu tendance à vouloir absolument tout décrire parce qu'ils veulent pouvoir cadrer, etc. Et on leur apprend et on leur montre d'ailleurs sans trop de peine que cette démarche de profil de rôle est pacifiante pour eux. C'est déjà beaucoup plus simple, c'est moins de travail, ils doivent plus se mettre à décrire toutes les tâches. Et surtout, on leur dit, ne fais pas rentrer dans les documentations de ressources humaines formelles, parfois même, quand on dit la description de fonction, elle a même une valeur légale, puisque s'il y a un conflit, on va se référer à ce document. Ne fais pas rentrer toute ta liste de tâches dans ce truc-là, parce que tu vas t'enfermer toi-même dans cette limitation et un gars va te dire un jour « Oui, mais ce que tu me demandes n'est pas dans ma liste de tâches ». Donc, en fait, il faut les amener à comprendre l'intérêt de rester plus générique, avec une perspective plus orientée sur la création de valeur. Et si par hasard, il veut rentrer dans la liste de tâches, que ce soit un travail qu'il fait ou qu'il fasse de son côté en one-on-one avec le collaborateur sur un papier Excel s'il veut, ou sur un document qu'il met à jour tous les jours, mais qui ne rentre pas dans toute l'architecture d'une stratégie de gestion d'organisation. Alors, on a encore deux questions de Catherine Lemanissier qui demande comme première question comment en arrive-t-on à faire du workforce planning à travers cette politique? Alors, c'est une très bonne question. Ça veut dire que là, je pense que Catherine a compris donc, tout le truc, toute l'histoire. En fait, une des forces de cette méthodologie, c'est qu'elle simplifie la planification des ressources. Imaginez pour commencer que vous avez identifié dans votre organisation comment se répartissent aujourd'hui les rôles existants. Et je peux vous dire qu'on a des valeurs de benchmark, puisqu'on a quand même 14 000 organisations, 14 000 personnes dans la database, on a 50 organisations en plus, toutes celles avec qui je fais du benchmark à l'université. Donc, en fait, une organisation, la pyramide, toutes les organisations ont une forme de diamant, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, des rôles de stratégie, il y en a 0,5% en moyenne. Des rôles politiques, il y en a 1,5%. Des rôles opérationnels, qu'on appelle donc le top management ici, c'est 5 à 8%. Des rôles d'implémentation, il y en a entre 10 et 25% selon le type d'environnement dans lequel vous êtes. Un métier plus ingénierial en aura plus, un métier plus d'organisation générique en aura moins. Les rôles de coordination, il y en a entre 30 et 45%. C'est le gros de l'organisation. C'est d'ailleurs là qu'on veut essayer d'avoir le plus de rôles possible parce que c'est le meilleur retour sur investissement en fait. Ce sont des rôles qui sont déjà assez riches en contenu, avec des collaborateurs déjà très autonomes, sans avoir pour autant toutes les conséquences que des rôles de management pourraient entraîner. Des rôles d'administration, on en a entre 10 et 15%, des rôles de support entre 10 et 15%. Je parle ici de segments, de secteurs de services. Si je suis dans un monde plus industriel, j'aurai naturellement plus de rôles d'administration et de support que d'autres. De nouveau, ce sont des benchmarks différents. Quand j'ai fait ça, déjà, je peux savoir si mon organisation est correctement structurée. Ça ne sert à rien d'avoir trop de chefs et pas assez d'Indiens, ou l'inverse. Donc déjà, je vais avoir une capacité à dire, oh là, je me rends compte que j'ai un déficit en management. Et à l'intérieur de ces managers, je vais alors pouvoir faire le calibrage des compétences. Vous avez vu tout à l'heure le tableau dans lequel je montrais la méthodologie, je vais revenir, elle est ici, voilà. Vous voyez la méthodologie Q7 Leader. La question que vous posez, en fait, c'est exactement la question que nous nous sommes posée. Une fois que j'ai clarifié les rôles, comment je fais ma planification de ressources? Eh bien, c'est en m'intéressant à l'intérieur de ce rôle. Quel est le niveau de compétence de la personne, de performance, son potentiel, comment se comporte-t-il par rapport aux visions et aux valeurs? Ces ingrédients-là, je les fais rentrer dans ma lecture de rôle et c'est sur base de ça que je vais identifier, j'ai 32% de ma population qui est dans un rôle, mettons, de coordination et dans les 32%, j'en ai 25% qui ont un vrai problème de compétences, j'en ai 10% qui sont carrément en danger et c'est sur cette base-là que je vais commencer à faire ma planification de ressources. Et quand je fais d'ailleurs de la projection pour grandir, pour développer des nouvelles activités, je vais d'abord partir du type de profil de rôle dont j'ai besoin et c'est comme ça que j'irai chercher dans mes populations, mettons, avec un profil opératoire coordinateur, c'est dans cette population-là que j'irai nourrir les nouveaux rôles qui seraient eux-mêmes de type coordinateur. Donc voilà, une question est très bien posée, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est entre autres la raison pour laquelle je suis si enthousiaste sur la démarche rôle plutôt que fonction, parce qu'elle est très facilitante de l'exercice de planification de ressources. Et comme vous le voyez d'ailleurs, c'est un des 7 axes. Nous appelons Q7 Leader parce que nous disons, pour pouvoir faire du bon management RH, il faut simultanément aborder 7 questions
particulières dans la gestion des ressources humaines. Et sa deuxième question, donc, c'est que proposez-vous comme outil de gestion de cette politique de rôle? Alors, écoutez, nous, évidemment, c'est notre métier. Le 21e siècle passe par du digital. Et nous avons développé un outil. Si vous êtes intéressé, on vous présentera l'outil. Il est prêt à l'emploi. En fait, notre spécialité, c'est les entreprises, je dirais, de petite à moyenne taille, qui n'ont pas encore une infrastructure RH trop sophistiquée et qui ne veulent pas réinventer la roue, mais qui veulent passer par du digital sans rentrer dans un complexe SIRH, système d'information RH. Et donc, en fait, notre méthodologie a été intégrée. Toute cette démarche de profil de rôle est intégrée. Ce que je vais vous dire, en fait, peut-être que c'est ça que je dois vous dire. Regardez, je vais laisser ce slide à l'écran pour vous permettre de tester, de ressentir ce que j'ai expliqué un peu ici. On va au-delà de ce que j'ai dit, mais nous avons une application mobile qui est gratuite. Donc, vous tapez Q7 Leader sur votre App Store, donc sur votre marketplace, sur votre smartphone. Vous tapez Q7 Leader, vous tombez sur l'application Q7 Leader et notez bien sur une petite feuille de papier la session 0267. Et pour comprendre comment vous arrivez à cet alignement de politique de rôle, de profil de rôle, de mode opératoire de la personne, l'alignement du compétences, performance potentielle, c'est une petite application très intéressante qui vous permet en réalité de préparer un super feedback pour un collaborateur. Vous avez un feedback à donner, complexe, difficile, vous êtes RH, vous devez expliquer à quelqu'un que les choses ne vont pas bien, vous êtes manager, vous voulez essayer d'objectiver votre argumentaire, eh bien, prenez le code 0267 sur l'application, suivez les instructions. Attention, elle n'est ouverte que pendant 45 jours à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire le test, faites-le dans les 45 jours. Mais vous allez voir que c'est une façon très ludique de comprendre un peu toute la démarche qu'on a mise en œuvre dans notre méthodologie. On a encore une question de Bertrand Lecard qui demande comment rédigez-vous le profil des compétences par rapport à cette approche de rôle? Combien de compétences et quel type de compétences? Oh, magnifique. Je vois que ce sont des gens qui aiment bien les ressources humaines. Écoutez, j'aurais voulu le faire, j'ai hésité pour tout vous dire à le faire ici. Hein. Mais je peux vous dire que donc, sur chacun des… Je vais reprendre le slide. Hein. Sur chacun des profils donc, on a des profils de rôle, d'accord? On va prendre un profil de rôle coordinateur. Et vous avez compris qu'il y a 11 attentes génériques pour chacun de ces profils de rôle. Qu'est-ce que nous avons fait? De nouveau, rappelez-vous, on est sur une approche rôle et pas une approche fonction. Donc, nous avons travaillé sur des définitions à partir de ces 11 attentes génériques. On a défini les compétences les plus en ligne avec la définition attendue pour le profil de rôle déterminé. Et donc, le nombre, c'est quoi? Eh bien, de mémoire, par exemple, pour un rôle stratégique, on a 23 compétences génériques qui sont liées, chacune d'entre elles, à ces 11 critères, toujours. Hein. C'est toujours la même chose pour que les gens se retrouvent, pas que ce soit trop compliqué. Donc, on a, par exemple, pour un rôle stratégique, on a 23 compétences attendues. Pour un rôle de coordination, je pense qu'on en a 17. Pour un rôle d'implémentation, on en a 19. Donc, en fait, on a décliné les attentes génériques de chacun de ces profils de rôle avec des compétences spécifiques. Et ce que je vous encourage à faire, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, prenez contact avec nous, on vous montrera ça. Ce qui nous fait dire que notre modèle est plutôt efficace, c'est que ces mêmes attentes génériques ont été déclinées actuellement sur 50 sociétés. Alors là-dedans, vous avez des groupes comme Orange, comme D'Ieteren, comme Alcatel, comme Exki, comme EasyFairs, l'employeur de l'année, là, qui vient juste d'être nommé employeur de l'année, mais aussi des boîtes de com à Namur, une société qui fait de l'imprimerie à Anvers. Enfin, on est arrivé à des ASBL, des organisations non lucratives du public. Ces mêmes compétences génériques ont été définies avec suffisamment d'aspects génériques pour qu'elles puissent fonctionner dans tous les secteurs d'activité. Je crois que le mieux pour ça, si ça vous intéresse, c'est de venir regarder avec nous comment elles se déclinent et on vous présentera un peu comment ça fonctionne. Mais vous avez parfaitement bien compris, quand on a compris qu'il y a des rôles, que les rôles sont génériques
et que j'ai des critères d'attente, ben, je n'ai plus qu'à décliner les compétences. On a un client qui a fait un métier magnifique, hein, c'est un super exemple, c'est qu'ils sont partis naturellement des rôles, donc ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette logique-là. Ils ont décliné les rôles par les compétences génériques telles que nous les proposons, et eux sont en plus allés une étape plus loin et ils ont été déclinés des compétences spécifiques à leur métier. Eh bien, c'est magnifique, hein, franchement, ce qu'ils ont fait est super. Il n'empêche que ce que je peux dire, c'est qu'en parlant avec eux, donc on les suit naturellement régulièrement, ils rencontrent beaucoup de difficultés à piloter leurs collaborateurs sur les attentes spécifiques, parce qu'il y a déjà tellement de travail à faire naturellement sur les attentes génériques qu'en fait, on couvre quasi tout en s'attachant aux attentes qui ont été prévues dans les profils de rôle. Mais si vous aviez un degré de maturité vraiment très grand, avec des spécifications très grandes, vous pourriez aller décliner ça soit en rendant plus spécifiques les attentes génériques, soit en rajoutant, comme eux l'ont fait, des attentes spécifiques. Je peux vous dire que par expérience, ça prend déjà, avant que votre organisation soit déjà bien câblée sur l'intérêt de développer ces compétences et comprenne de quelles compétences il s'agit, si vous commencez déjà par les compétences génériques, vous pouvez donc faire des réunions dans lesquelles vous avez par exemple toutes les personnes qui occupent un rôle de coordination, on va dire, vous pouvez les mettre, ce n'est plus un problème de finance. Je vais mettre des gens qui ont un rôle de coordination en IT, en marketing, en RH, et à eux, je les fais travailler sur le développement de leurs compétences en partant des définitions génériques, et c'est eux-mêmes qui traduisent ça dans leur environnement spécifique. Mais très, très, très bonne question, et merci de l'avoir posée. Écoutez, je crois que ça tombe bien parce qu'on avait dit 10h45 ou 11h, donc il nous reste 2 minutes. Écoutez, en tout cas, un tout grand merci. C'est très gratifiant dans un webinaire d'avoir des questions de ce niveau. Écoutez, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer à l'occasion si ce que je vous expliquais vous a intéressé. Et puis, bonne réflexion sur l'entrée de votre organisation dans le monde collaboratif. Je pense personnellement que il y a 2 manières d'entrer dans ce monde. La manière, disons, théorique, c'est ce qu'on a aujourd'hui, des tas de consultants qui vous expliquent comment mener des réunions collaboratives, un esprit collaboratif, c'est une chose. Et puis, la manière technique, nous sommes des techniciens de la ressource humaine, nous avons pratiqué ça de manière pratico-pratique sur le terrain. Et nous disons, avant de rentrer dans les aspects théoriques et philosophiques, il faut mettre en place les fondamentaux. Et nous pensons que, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la Q1, question 1 chez nous, nous pensons que la segmentation des rôles et des responsabilités est le point de départ de toute démarche collaborative du XXIe siècle. Un grand merci à vous tous pour votre participation et peut-être au plaisir de nous rencontrer un jour. À bientôt.